À 800 km au sud du Caire, la ville d'Assouan, 250 000 habitants. Le Nil, qui prend sa source au cœur de l'Afrique, fait ici son entrée en Égypte. L'Égypte est un don du Nil. Le fleuve a fait sa puissance et sa prospérité. C'est la plus ancienne route de l'histoire de l'humanité. Des trésors archéologiques reposent sans doute au fond du Nil. Des bateaux et leurs précieuses cargaisons. Et pourtant, aucun archéologue ne s'était aventuré dans les eaux du fleuve. Jusqu'au début de cette aventure. Automne 2007, 6 archéologues égyptiens arrivent à Assouan. Ils sont originaires d'Alexandrie, où ils participent aux fouilles sous-marines de la cité antique. Ici, ils vont réaliser une première, plonger dans le Nil pour dresser une carte archéologique du fleuve. L'équipe va commencer par la première cataracte, où le Nil se fraye un chemin entre une constellation d'îles de granit. Sur la plus grande d'entre elles, l'île Éléphantine, où se trouvait la cité antique d'Assouan, plusieurs temples furent construits. Ils sont aujourd'hui à l'état de ruine. Des temples dédiés au dieu Khnum, le dieu bélier, par lequel le fleuve jaillit sur le pays. Premier jour de travail. 3 archéologues vont effectuer une plongée test. Ils veulent évaluer les difficultés qu'ils vont rencontrer dans leur mission d'exploration. Et pour ce premier jour, ils ont choisi une zone stratégique, au pied des ruines du temple de Khnum. Un endroit, pense-t-il, potentiellement très riche en vestiges archéologiques. Ces inscriptions témoignent ainsi du passage des expéditions des pharaons. Certaines datent du règne de Ramsès II. Les 3 plongeurs sont spécialistes de la fouille sous-marine en Méditerranée. Mais les conditions de plongée dans un fleuve sont très différentes et à bien des égards, beaucoup plus difficiles. On va commencer par prendre la direction du nord, par ici, avec le courant. On doit vérifier ce qui se passe là-dessous. Le courant est puissant? Oui, bien sûr. Cela vous pose problème pour nager? Oui, c'est un problème. C'est pour cela que nous devons aller dans le sens du courant et pas contre lui. Autrement, ça serait épuisant pour nous. Les plongeurs vont filmer leur découverte. L'image sera pour eux un outil précieux. Elle permettra de revoir et donc de mieux comprendre ce qu'ils vont observer au fond du fleuve. Première plongée et première surprise. 7 mètres de profondeur, un mur construit. 4 assises de blocs de granit. Sous le mur, un linteau et une porte qui conduit à un souterrain. Le passage est malheureusement obstrué. Le barrage d'Assouan, mis en eau il y a 40 ans, peut expliquer la présence d'une construction à une telle profondeur. Il a fortement limité les variations du Nil, autrefois d'une amplitude considérable.
Un peu plus loin, plusieurs blocs inscrits. Sur l'un d'eux, le poing du pharaon. Il tient le sceptre royal. Une heure plus tard, fin de la première plongée. Les trois archéologues reviennent à la surface quand arrive le directeur des Antiquités d'Égypte. Zahi Hawass dirige la mission d'exploration du Nil. Il est aussitôt informé de la première trouvaille des archéologues et il est curieux de voir cela de plus près. Il semble que cette porte qu'ils ont vue sous l'eau fait partie du temple de Khnoum. Comme vous le savez, Khnoum était le dieu de cette région. Il était le protecteur de la crue. Il veillait sur les eaux du fleuve qui garantissent la fertilité des terres. Et tous les pharaons venaient donc ici honorer ce dieu. Les trois archéologues proposent de remonter l'un des blocs inscrits qu'ils viennent d'apercevoir. Celui qu'ils choisissent se trouve au pied du mur d'enceinte du temple. Et il pèse environ 200 kilos. L'inscription est incomplète, mais le style des hiéroglyphes permet à Zahi Hawass de proposer une datation. 700 ans environ avant Jésus-Christ. C'est un bloc qui doit provenir d'un temple. Et il semble que ces inscriptions soient postérieures à la 25e ou 26e dynastie. Cela montre que ce bloc fait partie du temple de Khnoum, qui remonte aux origines de l'Égypte pharaonique et qui a continué à fonctionner jusqu'à la période romaine. Nous devons nous concentrer sur cette zone pour en savoir plus sur cette porte cachée dans l'eau du fleuve. Les vestiges du temple de Khnoum, c'est un bon début, mais Assouan réserve bien d'autres surprises aux archéologues. Autour de l'île éléphantine, dans un rayon de quelques kilomètres, se trouvent en effet les célèbres carrières des pharaons, où était prélevé le granit rose, la pierre sacrée par excellence dans l'Égypte antique. L'une d'elles offre aujourd'hui une source d'information inestimable. Il s'agit de la carrière de l'obélisque inachevé. Un énorme monolithe de granit, abandonné en cours de taille par les ouvriers égyptiens, vraisemblablement au Nouvel Empire, il y a environ 3500 ans. « 42 mètres, ça aurait été le plus grand qu'on ait jamais connu. Les plus grands qu'on ait conservés à Karnak font un peu plus d'une trentaine de mètres. » Donc c'est pas un hasard si celui-ci, ils n'ont pas pu le sortir. Hein. C'était une performance en soi. Ah, ils ont été sans doute un peu ambitieux. Et on ne sait pas, peut-être qu'en fait, il y en a eu un autre qui est de la même taille, qui a pu être sorti de la carrière, on ne l'a pas retrouvé. Peut-être qu'on le retrouvera dans le Nil. Philippe Martinez, égyptologue, participe à une mission d'étude des carrières des pharaons. Alors on voit en fait qu'ils ont eu des doutes à plusieurs endroits. Puisqu'à chaque fois qu'ils ont une fissure qui devient dangereuse, ils l'élargissent pour voir ce qui se passe. Donc on en a eu une première ici. Et là, on voit les premières traces de la catastrophe. On a ici une fissure qui a été agrandie par les ouvriers égyptiens pour voir comment elle résistait. On la voit qui monte de façon relativement régulière. On voit la marque des outils et même en fait la marque d'un crampon qui a été mise en place pour essayer de limiter en fait la casse. Et finalement, on voit que la fissure, elle part complètement en oblique. Donc en fait, c'est la casse quasiment assurée et c'est ce qu'ont dû voir les inspecteurs égyptiens. Finalement, en échouant,
Ils nous ont rendu un fier service, aujourd'hui on peut comprendre. Ah, pour l'archéologie, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant, c'est quand il y a un accident, c'est ce qui nous donne le plus de renseignements sur la vie de ces gens. Et pour découvrir les secrets de cette carrière antique, une équipe venue de Californie, spécialisée dans les hautes technologies appliquées à l'archéologie. Oh yes. Want me to hold the sticks? No. Le travail commence au point culminant du site. The stability of the sticks depends on not any movement. Yeah. Carlos Velasquez va réaliser un scanner complet de la carrière. We will be able to locate. On va pouvoir enregistrer les traces de taille, les traces d'outils, la topographie, l'emplacement et l'orientation de l'obélisque inachevé par rapport au reste de la carrière. Tout particulièrement d'ici, parce que nous occupons une position très élevée. Le scanner va tourner sur lui-même sur 360 degrés et faire une carte de tout ce qui est autour de lui. Pendant 3 jours, Carlos réalise 12 scans du site archéologique, de 12 points différents. Il constitue ainsi un moule numérique de la carrière. Ces données sont ensuite traitées sur place, dans un bureau mis à la disposition de la mission. Oui, on a vraiment la trace très claire des différents endroits où on a enlevé des grosses pièces, des petites pièces. On peut arriver à suivre les différentes étapes du travail. C'est assez merveilleux comme outil pour un archéologue. Pouvoir avoir ça chez soi sur son bureau, la carrière en son entier, c'est bon, assez unique. Est-ce que vous allez reconstruire la carrière à partir de ces traces en remettant les blocs et les obélisques en place? Ah là, c'est le jeu, c'est ce qui est plaisant, c'est qu'un peu partout, finalement, on a des traces négatives et on va pouvoir, au contraire, remettre les masses en place et essayer de comprendre véritablement l'histoire de la carrière. Petits blocs, monolithes de grande taille ou de dimensions démesurées, l'empreinte numérique de la carrière permet d'imaginer ce qui a été prélevé ici il y a plus de 3000 ans. Chacun des obélisques figurés sur cette image de synthèse correspond à des traces de taille scannées et mesurées. Cela représente une énorme quantité de rochers, extraite de la carrière avec des techniques très rudimentaires. Comment, il y a plus de 3000 ans, les ouvriers y sont-ils parvenus? Et en combien de temps? Suite de l'enquête avec Kevin Kane, le responsable de la mission. And then we have down here. Ces boules de pierre, que l'on retrouve partout sur le site, sont plus dures que le granit. It looks like these fit in pretty well into this. Elles ont servi à creuser, par percussion, les tranchées des obélisques. And then come across, just rotate. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Ce sont les détails qui posent question, comme la position des ouvriers. Les paysans de la vallée du Nil, explique Nadia Anis, architecte d'origine égyptienne, sont habitués à cette position accroupie. Elle est pour eux tout à fait naturelle. Yeah, let's see. En une demi-heure, Kevin a produit une petite quantité de poussière de granit. Yeah. Mais il doute de la thèse communément admise. Il ne peut s'imaginer accroupi pendant des jours pour creuser une tranchée de 3 mètres de profondeur, comme celle-ci. Alors pour en savoir plus, l'équipe retourne au bureau de la mission pour une simulation du travail des ouvriers des pharaons. Le cobaye est un personnage numérique dont les gestes sont conformes aux capacités humaines.
Jun Nagaoka, le spécialiste de l'image virtuelle, place le personnage au fond de la tranchée de l'obélisque inachevé. Il est recroquevillé, bien qu'il soit d'une taille modeste. C'est un petit homme, hein? Oui, il fait 1,50 m. Jun l'installe le plus confortablement possible. Mais il ne parvient pas à le faire travailler de manière très efficace. Jusqu'ici, tout laissait penser qu'il se tenait perpendiculaire à la tranchée. Mais il semble que les faire pivoter de 90 degrés serait bien meilleur. Ça semble être une meilleure position. Le personnage, s'il n'est pas courbé, gagne 10 cm pour manier son outil. Étape suivante, Jun multiplie les personnages dans le sens de la longueur de la tranchée. Sur 42 mètres, les ouvriers sont ainsi une cinquantaine. Ça doit être bruyant, ça doit faire beaucoup de poussière, parce que les ouvriers produisent un nuage permanent de poussière. Il faut l'évacuer, des gens doivent remonter des seaux hors des tranchées. Il doit y avoir des gens au-dessus des ouvriers qui supervisent le travail. Combien de temps faut-il endurer de telles conditions de travail pour obtenir ce résultat? Un indice supplémentaire. On a un ingénieur qui s'appelait Engelbart qui est venu travailler sur ces carrières. Et lui, pour simplement juger de la façon dont ça a avancé, il a pris un des outils plausibles, c'est-à-dire une de ces masses de dolérite, comme telle qu'on en a retrouvé des centaines sur le chantier, et il a passé une journée à taper sur le granit pour voir ce que ça faisait. La conclusion, c'est qu'on descend extrêmement lentement, et extrêmement lentement, c'est à peu près 1,5 cm par jour, 5-6 mm. À cet endroit où fut sans doute prélevé un petit obélisque, se trouve l'indice suivant. Ces traits rouges, tracés par les scribes égyptiens chargés de l'organisation du travail il y a plus de 3000 ans. Chacune des lignes verticales, estime Kevin, correspond à la trace d'un outil. Deux d'entre elles indiquent donc l'espace occupé par un ouvrier. Quant aux lignes horizontales, elles sont très effacées. Des dizaines de photographies numériques superposées vont les rendre plus lisibles. Voici le résultat. Tous les 5 cm, les scribes ont dessiné une flèche qui, pensent les archéologues, doit indiquer le résultat de 10 journées de travail, soit une semaine du calendrier pharaonique. À raison de 1/2 cm pour 12 heures de travail, il faudra donc 1 an et demi aux ouvriers pour qu'ils parviennent à creuser des tranchées de 3 mètres de profondeur. Une année de travail supplémentaire et l'obélisque inachevé aurait été terminé, puis acheminé plus au nord, vers les grands temples pharaoniques, pour être offert à la divinité. C'est une façon d'offrir aux dieux, et aux dieux solaires Ré en particulier, un endroit où on va être sûr qu'il va vouloir se représenter chaque matin au moment du lever, un endroit où il va vouloir étinceler sur la couverture d'électrum d'or qui en fait recouvre le pyramidion.
Si les dieux, comme ça a pu se passer dans les temps primordiaux, décident de quitter le monde parce que finalement ils sont déçus par la race des humains, à ce moment-là, c'est le monde qui s'arrête tout simplement. Donc ça, ne serait-ce que pour ça, on peut se dire que les Égyptiens travaillent à leur propre sécurité, parce que si les dieux sont mécontents, c'est la fin en fait du règne des humains. Au terme de plusieurs années de travail, les obélisques sont arrachés du rocher. Ils sont ensuite placés sur une immense luge de bois, avant d'être traînés hors de la carrière, sur environ 3 km. L'expérience l'a montré, un homme peut ainsi faire glisser 1 tonne de granit. Un obélisque de 350 tonnes, comme celui de la reine Hatshepsut, est donc traîné par 350 personnes jusqu'à son port d'embarquement. C'est précisément l'endroit que cherchent aujourd'hui les archéologues égyptiens. Retour sur le Nil avec Ihab et Ahmed. Ils disposent d'un matériel de détection qui devrait donner des résultats. Et c'est comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. Le soir, on démonte et le matin, on remonte tout le matériel. Ihab et Ahmed s'occupent du scanner sous-marin. Sur le bateau de gauche, dans l'habitacle, l'ordinateur qui reçoit le signal. Sur l'autre bateau, une torpille qui envoie des ondes vers le lit du fleuve. Si un objet taillé devait s'y trouver, et s'il n'était pas recouvert de sable ou de limon, sa forme particulière serait détectée par le scanner. Le secteur est prometteur. Le courant est ici violent et la navigation peut être périlleuse. On voit des cibles au fond du Nil. Il se peut que ce soit des statues antiques ou des blocs taillés posés les uns sur les autres. Chaque cible potentielle est localisée par GPS. 3 jours de travail plus tard, une dizaine d'objectifs ont été sélectionnés. Les plus prometteurs se situent sur le bras oriental du Nil, entre l'île Éléphantine et la ville d'Assouan. Plus précisément, au pied d'un hôtel très célèbre, le Old Cataract, où Agatha Christie écrivit « Mort sur le Nil ». C'est ici que l'équipe scanner rejoint les plongeurs pour donner ses instructions. Rien de certain, explique Ihab. Il y a du sable et du granit. Mais des ombres sur l'image laissent espérer une forme sculptée posée sur le lit du fleuve. Au point indiqué par le GPS, une ancre est lâchée pour guider les plongeurs jusqu'à la cible. À cet endroit, la profondeur du Nil dépasse les 30 mètres. Le courant est puissant, la visibilité très limitée. Et pourtant, un premier bloc taillé de grande dimension est repéré au fond du fleuve. Ce n'est pas une pièce isolée, pensent les archéologues. Ils multiplient les plongées pendant 2 jours à cet endroit. Pari gagné.
À 6 mètres de profondeur, une première colonne brisée en son milieu. Elle est suivie d'autres colonnes et de nombreux fragments. Je suis heureux, très heureux. L'endroit est plein de promesses. Magdi et Islam découvrent aussi plusieurs céramiques antiques. L'une d'elles est quasi intacte, une amphore caractéristique des premiers siècles de l'ère chrétienne. Cet objet sculpté décorait une église copte. Il remonte également au début du christianisme en Égypte. Les choses sont entassées les unes sur les autres. Il y a des blocs de pierre, des objets mêlés à du limon et du sable. Tout cela est très difficile à distinguer. Il va falloir beaucoup de temps pour nettoyer toute cette zone. Tu peux dégager une trentaine de pièces et tu n'en seras qu'au début du travail. Les plongeurs rejoignent aussitôt leurs amis, l'autre partie de l'équipe, chargée du scanner du Nil. Félicitations les amis, on a trouvé des colonnes et des blocs. J'ai l'impression qu'on en a pour 5 ans ici. Après 10 jours de travail, une première étape importante vient d'être franchie. L'équipe est sur la bonne piste. L'un des ports antiques d'Assouan pourrait se trouver près des antiquités qu'ils viennent de découvrir. Ils n'ont maintenant qu'une envie. Replonger pour en savoir plus. Sous le regard des touristes en balade sur le Nil, au pied du palace d'Assouan, bâti sur un énorme massif de granit, une nouvelle surprise attend les archéologues à 8 mètres de profondeur. Cette nouvelle colonne est monumentale. Elle était sans doute destinée à un édifice romain de première importance. Longueur 7 mètres, diamètre 1,20 m, elle est brisée en son milieu. Une superbe colonne. Je croyais au départ qu'il y en avait 2, mais en fait, elle est cassée en 2. Elle est belle, très belle. Un premier succès pour l'équipe égyptienne, tandis qu'une autre surprise attend l'équipe franco-américaine, qui travaille à 3 km dans les carrières des pharaons. Le scanner de la partie inférieure de la carrière révèle des traces particulièrement intéressantes. Des traces qui mettent les archéologues sur la piste d'un énorme bloc de granit.
Kevin et Philippe s'interrogent. C'est difficile à comprendre. Pourquoi y aurait-il un surplomb au-dessus de cet énorme bloc? Philippe est convaincu qu'un seul bloc de granit a été prélevé à cet endroit. Pourquoi les Égyptiens auraient-ils donc taillé cette paroi de manière si parfaite, s'interroge-t-il. Et pourquoi ces traces rouges laissées par les scribes des pharaons? Ces traces typiques du travail de taille des obélisques. Sur le sol, des dizaines de galets, les outils présumés des ouvriers. Kevin en retrouve ici l'empreinte. Seems like these could be about the right diameter. It seems like everywhere where you get something here, you get about the right size. Il y avait donc ici, pense-t-il, une tranchée semblable à celle de l'obélisque inachevé. There's this, then there's this, and then there's this, and then there's that. Ces formes taillées suscitent aussi sa curiosité. À quoi correspondent-elles exactement? Très vite, ces réflexions le mènent sur la piste suivante. Il imagine un immense obélisque que les Égyptiens veulent détacher du rocher. Ils adoptent ce que nous allons appeler la stratégie de la termite. Ils creusent sous l'obélisque et pour ne pas mourir écrasés, ils calent au fur et à mesure de leur avancée l'énorme bloc de granit sur du sable et de la brique de terre crue. Quant aux formes arrondies sur le sol, elles pourraient, pense Kevin, servir à fixer des traverses de bois qui permettront, une fois la taille terminée, de faire glisser l'obélisque avec plus de facilité. Question suivante. En comparaison de l'obélisque inachevé, quelle serait la taille de cet obélisque disparu? Dans la soirée, June va tenter une expérience. Sur le moule numérique de la carrière, il déplace l'obélisque inachevé pour le glisser dans l'espace présumé de l'obélisque disparu. Conclusion. Il n'occupe pas le même espace. C'est gros, mais pas aussi gros que ce qui devait se trouver à cet endroit s'il s'agit d'un bloc unique. Nous avions des doutes, mais on ne peut vraiment pas imaginer plusieurs blocs extraits de cette partie de la carrière. Quelle taille donc pour cet obélisque disparu? Nadia et Kevin évaluent à présent ses dimensions à partir des traces que sa taille a laissées sur le site. So approximately 144, less 3 inches. Okay. 48 mètres de la dernière trace dont nous disposons, et il est possible que ça aille plus loin. Simplement, on perd les traces ensuite. Largeur au minimum 4 mètres. 4 mètres de côté. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ça correspond aux dimensions des obélisques que nous connaissons. On sait que des obélisques de 4 mètres de côté sont possibles parce qu'ils existaient en Égypte. 4 inches, 24 feet and 10 inches. Okay, that's good. Ah, de toute façon, pour moi, c'est le plus gros qui ait jamais existé. Et pour l'instant, on ne le connaît pas. Il n'est pas conservé s'il est sorti de la carrière. Il a disparu. Oui, là, on n'en voit pas du tout de traces. Alors, bien comme beaucoup de choses, il a pu être débité, coupé en morceaux pour être réutilisé. Mais on n'en a même pas une description. Et pourtant, ça doit être vraiment un monument extraordinaire. Le plus grand obélisque de tous les temps. Après vérification, il pourrait mesurer 52 mètres, faire 6 mètres de côté et peser plus de 1000 tonnes. Soit plus de 2 fois la dimension de l'obélisque de la Concorde à Paris
et 10 mètres de plus que l'obélisque inachevé. Il vient s'ajouter à la liste des 35 obélisques connus jusqu'à présent, dont 13 se trouvaient autrefois au temple de Karnak, à 200 km au nord d'Assouan. Karnak, le plus grand des temples d'Égypte au Nouvel Empire. La reine Hatshepsut, qui régna sur l'Égypte il y a 3400 ans, avait fait ériger ici 4 obélisques, taillés en 7 mois seulement, si l'on en croit les inscriptions. Une vraie performance compte tenu des techniques de taille de l'époque. De l'autre côté du Nil, dans le temple qui lui est consacré, la reine nous livre également le seul témoignage connu du transport des obélisques. Sur la première terrasse du temple, des reliefs racontent leur voyage d'Assouan à Thèbes, la capitale religieuse du Nouvel Empire. Le mur tel qu'on le voit aujourd'hui a été complètement reconstitué à partir des blocs qui étaient tombés par terre. Mais malgré tout, c'est une chance parce que c'est le seul endroit où on a la représentation du transport d'un énorme élément de construction. En fait, ici, une paire d'obélisques. Là, on est durant la 18e dynastie, à une époque où il y a un peu une folie des obélisques, mais de toute façon, vu le travail que ça représente, ce ne sont que quelques monolithes qui sortent des carrières durant un règne. Donc on peut imaginer l'événement que ça représente de le voir se déplacer comme ça tout au long du Nil. Ici, on aperçoit quelques hommes, mais en fait, c'est la représentation d'une énorme foule qui accompagne les obélisques dans leur voyage. Les représentations des bateaux participant au transport sont aujourd'hui presque invisibles, mais elles ne sont pas complètement effacées. Le navire sur lequel reposent les 2 obélisques, 90 mètres de long sur 30 mètres de large, est incapable de se diriger seul sur le Nil. Il est donc tiré par une flotte de bateaux de plus petite taille. Mais la phase la plus délicate du voyage est l'embarquement des obélisques. Dans un canal, le bateau est calé dans le sable. Une fois les 2 obélisques placés tête bêche sur le pont, on peut procéder à la mise en eau. En théorie, le dispositif était fiable. Mais un accident est toujours possible. C'est du moins ce que pensent les archéologues qui espèrent trouver ici des épaves et un port de l'époque des pharaons. Trois mois ont passé depuis leur première découverte. Plus nombreux qu'auparavant et munis de nouveaux équipements, ils sont de retour à Assouan. Un nouveau venu va diriger la fouille. Il a une bonne expérience en archéologie fluviale. Il a entre autres travaillé en France, sur le Rhône. Ça, c'est l'ordre de plongée. Hein. Ça, c'est l'ordre de plongée. En rouge, c'est la sécu. Donc, celui qui va assurer la sécurité des plongeurs, on le met toujours en rouge avec le numéro de la plongée. Donc, Islam va être sécurité pour la première plongée. Ibrahim va être sécurité pour la deuxième. 3, 4, 5. Ils vont souffrir, hein? Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Ils savaient ça avant de venir. Ils savaient que c'est très dur. C'est pas facile. Il y a le courant, l'eau est froide. Bah, pour nous, bien sûr. Et ils ont dit nous sommes prêts pour ça et on va le faire.
Donc voilà, je crois qu'on a choisi les meilleurs dans notre département pour faire ce travail. On va aller peut-être jusqu'à l'époque pharaonique. Mais ça va être un travail pharaonique. Les archéologues ont choisi un secteur où se trouvent des colonnes d'époque romaine. Des colonnes sous lesquelles ils espèrent trouver des objets plus anciens encore. Une fois aspiré le sable accumulé autour des colonnes, il faut les déplacer de façon à creuser encore plus profondément. Une semaine de travail plus tard, les archéologues doivent pourtant se rendre à l'évidence. Il n'y a pas d'antiquité pharaonique à cet endroit. Il va falloir essayer ailleurs. Mais auparavant, ils remontent certaines des antiquités découvertes dans ce secteur. Ici, c'est un mortier d'une taille considérable. Zayawas est venu assister à la sortie des objets. والجزء الثاني هو اللي بيتزحن عليه. اللي بتلف عليه، الجزء ده اللي بتلف عليه. ده اللي بتلف عليه الجزء ده. لف كده. خليه. Vous savez, c'est une pièce traditionnellement taillée dans du calcaire ou du granit qui sert à moudre le grain. Vous devez imaginer que cet endroit devait être un véritable marché. Objet suivant, l'élément de décoration de l'église copte, découvert quelques semaines auparavant. Calcaire ou grès? C'est du grès. Alors cet objet a dû être taillé dans une carrière de grès qui est au nord d'Assouan, au Djebel Selsilé. Il y avait beaucoup d'églises à Assouan pendant la période copte. Et ça, c'est le cœur de l'église. Oui, ça peut être du 6e ou du 5e siècle, quelque chose comme ça. Datation confirmée par cet amphore. Son style allongé est caractéristique des débuts de l'Empire romain d'Orient, dont l'Égypte faisait partie. À ceux qui me demanderaient s'il est possible de travailler dans le Nil, je répondrai oui. Nous pensions pouvoir le faire. Maintenant, on en est sûr. Quelle direction la fouille doit-elle désormais emprunter? Réunion de l'équipe autour de Zayawas, dans les jardins de l'hôtel Haute Cataracte. Nous sommes allés au terme de notre travail à cet endroit, explique Mohamed. Il nous faut maintenant suivre la berge vers le nord. Zayawas donne son accord. Et dès le lendemain, l'équipe se lance dans l'exploration de ce nouveau secteur très prometteur. Le premier groupe, il va faire sa prospection de 23 jusqu'à 17 mètres. Sa deuxième plongée va être de 7 à 0. Un deuxième groupe, il va faire sa prospection de 17 à 12 et sa deuxième plongée de 12 à 7. Comme ça, on couvre une profondeur de 0 à 23.
sur une distance de 200-300 mètres. Et ce qu'ils vont faire, c'est d'essuyer comme ça le fond. Et après, notre groupe, il va essuyer comme ça aussi. Si on trouve quelque chose, on met une bouée. Et là, peut-être que vous allez trouver le fameux embarcadère. Oui, c'est ce qu'on cherche jusqu'à maintenant et espérons de la trouver. Le repérage est systématique. Le moindre doute est signalé. Ainsi, cette cavité ne paraît pas naturelle aux plongeurs, mais taillée dans le rocher. Elle leur rappelle les stèles visibles en surface, qui contiennent de petites effigies des pharaons. Le travail s'avère plus long et plus difficile encore que prévu. Le courant est très puissant et le granit, travaillé par l'eau du fleuve, forme des cavités immergées, particulièrement dangereuses pour les plongeurs. Rien d'important pendant des jours. Quand finalement, face au port d'Assouan, où stationnent les bateaux qui font croisière sur le Nil, l'équipe découvre une grande quantité de céramique. Il s'agit de vaisselle et d'ustensiles de bord. Les vestiges d'une épave antique, pense Mohamed. Elles sont toutes d'époque romaine. Il y a entre autres un pot de maquillage, une lampe à huile et une poupée en céramique à laquelle manque la tête. Ensuite, les plongeurs repèrent des objets plus volumineux. Un mortier à 6 mètres de fond. Apparemment, elle pèse plus que 100 kg. La première partie de la remontée est la plus facile. Les plongeurs utilisent un parachute gonflé d'air. Ensuite, il faut faire basculer l'objet sur un bateau pneumatique. Les archéologues sont sur la piste d'une ou de plusieurs épaves antiques. Dans cette partie du Nil, les rochers affleurent en effet à plusieurs endroits. C'est une encre en pierre, disons primitif, avec un seul trou. Et on voit aussi les traces les traces de la corde. La dernière des encres découvertes dans le secteur est la plus volumineuse. Elle dépasse les 200 kilos. Mohamed connaît ce type d'encre pour les avoir étudiées. C'est par sa forme la seule qui puisse faire l'objet d'une datation précise. C'est pas pour un petit bateau, hein, ça. Non, du tout. Et alors l'époque, quand vous regardez? L'époque, ça va être, selon ma typologie, c'est l'époque romaine. Des ancres, mais ni épave, ni cargaison. La zone à fouiller est immense. Mohamed et son équipe commencent à douter. Quelques jours plus tard, ils se lancent dans l'exploration d'un bras secondaire du Nil. Un endroit sauvage, à l'écart de la ville d'Assouan.
Ils cherchent les traces de l'aménagement d'un port antique. Mais ils ne trouvent aucun indice. À l'extrême sud de ce bras du Nil, le fleuve est cerné par d'imposants massifs de granit. C'est ici que l'enquête rebondit. Un plongeur réclame une bouteille. Cela signifie qu'il va signaler en surface un objet découvert sous l'eau. En fait, il ne s'agit pas d'un seul objet, mais d'une carrière immergée à la verticale de ces masses granitiques à 6 mètres de profondeur. Il y a ici, entre autres, 2 colonnes. Et surtout cette pierre taillée, dont l'extrémité sort du sable. On pourrait penser à un pyramidion, soit un petit obélisque, soit la pointe cassée d'un obélisque de plus grande dimension. Un obélisque? Je n'ose pas me prononcer. C'est Taïmour qui l'a remarqué. Il se trouve à 1 mètre de la colonne et il est enfoncé dans le sable. Il n'y a que 50 cm qui dépassent. C'est excitant, oui, avec l'histoire de Pyramidion, avec les 2 colonnes, avec le bloc de construction en gris. C'est excitant et on verra. 2 jours de travail, au terme desquels le pyramidion est dégagé. Moins enfoncé dans le sable qu'il n'y paraissait, il mesure un peu plus d'1 mètre. Une encoche laisse penser qu'il était fixé à une autre pierre taillée. Les archéologues ont des doutes. Les 4 côtés de la pierre ne sont pas identiques. Or, un pyramidion est de section carrée. Ils ont des doutes jusqu'à la découverte, dans les jours qui suivent, d'autres pierres comparables. Cette fois, leurs côtés sont d'égale dimension. Et dans certains cas, leurs pointes sont intactes. Il pourrait s'agir de petits obélisques funéraires, destinés à marquer l'entrée des tombeaux. Ce seraient donc les premiers objets découverts dans le Nil d'époque pharaonique. L'enquête progresse et elle va bientôt connaître de nouveaux rebondissements. Pendant ce temps, Kevin, Philippe et leur équipe partent en expédition. Ils prennent le chemin d'une nouvelle carrière. Une carrière où, à l'époque des pharaons, on ne prélevait pas d'obélisques, mais de grandes statues. Les Romains s'y sont ensuite intéressés. On est à bien 4-5 km de la vallée
Et les Romains n'ont pas hésité à passer commande aux carriers égyptiens qui travaillaient ici à cette époque-là pour préparer cet objet qui ensuite va être emmené vers la Méditerranée et Rome, ou si on est à l'époque plus tardive, Constantinople. En tout cas, c'est vraiment un objet de luxe qui coûte très cher à préparer et à convoyer. Un peu plus loin, l'objectif de cette expédition. On devrait être à proximité. Le colosse mesure environ 5 mètres. Et il est couvert de pierres qui ont été placées là pour le dissimuler. Donc il n'est pas évident à repérer. Oh le voilà. Au milieu de nulle part, très difficile à trouver pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit précis, un colosse abandonné. Des pierres ont été placées sur les côtés pour mieux le fondre dans le paysage. Les gens du coin nous ont dit qu'il s'agit de Ramsès, mais ce n'est qu'une légende locale. Avant de commencer le travail, dégagement du colosse. On a du mal à savoir pourquoi le colosse a été abandonné. L'impression qu'on a aujourd'hui qu'il a été dégagé, c'est qu'il est quasiment terminé. On a l'ensemble de son volume. Il est à peine épanelé, mais ça c'est normal, parce qu'on ne va pas prendre de risque de casser les choses durant le voyage. En revanche, la partie du visage autour du nez et des mains a été brisée. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, d'assez récent, parce que ces choses-là ont été perçues au Moyen-Âge comme des choses un peu diaboliques, ou est-ce qu'au contraire, on a dû abandonner la statue, et pour empêcher qu'elle ne devienne magiquement vivante et qu'elle ne puisse nuire aux vivants, parce qu'il y a ces croyances-là aussi, à ce moment-là, on a cassé les moyens d'interagir avec le monde. Donc, il casse le nez parce qu'on l'empêche de prendre vie, et casser les mains, comme ça, la statue ne peut rien faire. Carlos va scanner la statue. C'est la raison de cette expédition. Il est en sécurité ici, mais il n'est pas possible de l'étudier. Les gens n'ont pas d'informations sur ce colosse. Alors si nous pouvons mettre tout ce que nous mesurons ici à la disposition des archéologues et des égyptologues, je crois que nous aurons fait quelque chose de positif. Il faut imaginer les difficultés rencontrées par les Égyptiens pour transporter cette statue de 5 mètres jusqu'au Nil. Et ce n'est rien comparé au transport d'un colosse de plus de 1000 tonnes, sans doute sorti de la même carrière. Pourquoi les Égyptiens se sont-ils imposés tant d'épreuves? Pourquoi ces statues ont-elles mérité des efforts aussi considérables? La réponse se trouve à Thèbes, aujourd'hui Luxor, au temple du Ramesséum. Christian Leblanc, égyptologue, fouille depuis 10 ans le temple de Ramsès II et s'est beaucoup intéressé au colosse du grand pharaon. Venu d'Assouan, 200 km plus au sud, l'énorme statue du roi est aujourd'hui au sol. Mais dans l'Antiquité, elle était crainte et vénérée. C'était un être magique, au pouvoir considérable. Sur ce piédestal, il a fallu probablement mettre en place une sorte d'énorme caisson rempli de sable qui allait permettre à cette statue, petit à petit, de basculer vers l'avant afin qu'elle se place, elle se pose à l'endroit qui lui était réservé. Dans l'Égypte ancienne, pas de poulie, donc pas de grue. On utilise la technique des vases communicants. Une rampe sur laquelle on tracte le colosse, un énorme caisson rempli de sable. Le sable s'écoule et le colosse bascule. Une fois sur son piédestal, les ouvriers polissent la statue. Enfin, ils ajoutent la couleur.
On a retrouvé tout un matériel au cours de nos fouilles dans ce grand complexe économique du Ramesséum, d'étiquettes de jarres qui contenaient soit de l'huile, soit du vin. Et sur ces étiquettes, eh bien, nous avons la mention que le produit en question venait des domaines de Ré Henekaou, c'est-à-dire de cette statue monumentale. Ce qui veut dire que ces statues monumentales, qui étaient associées bien sûr à un culte, à des liturgies, eh bien, étaient aussi propriétaires de biens fonciers. On sait très bien que l'un des fils de Ramsès II gérait le clergé des colosses royaux. Alors il y avait bien sûr non seulement des prêtres, il y avait des desservants, des officiants, mais il y avait aussi tout un personnel agricole, finalement, qui était chargé de gérer les domaines des colosses. Donc, en fait, effectivement, ce colosse était à la fois pourvoyeur de biens et en même temps employeur. C'est tout à fait le terme. Le roi pouvait monter sur la statue qui était sa manifestation divine, et c'est par l'intermédiaire du roi que le colosse remettait finalement les récompenses à ceux qui pouvaient le servir. Alors c'était des colliers, c'était des bijoux, c'était des coupelles en or, en argent, en électrum, enfin bref, des biens qui étaient très précieux et qui finalement constituaient les récompenses que, à travers Pharaon, le colosse remettait à des personnes qui étaient finalement ses fidèles serviteurs. À quelques centaines de mètres du Ramesséum, voici les seuls colosses encore en place. Les célèbres colosses de même nom. Rebaptisés ainsi par les Grecs à la fin de l'Antiquité, ils marquaient en fait l'entrée du temple du pharaon Amenhotep III. Une vingtaine de mètres de haut. Pour Zayawas, c'est le plus grand exploit du Nouvel Empire, car ils ne viennent pas d'Assouan. Cette pierre ne peut venir que d'un endroit proche du Caire, le Djebel El Ammar, la montagne rouge. Il y a 3400 ans, les Égyptiens ont transporté cette statue de 700 tonnes depuis cet endroit proche du Caire. 700 km jusqu'ici. À l'arrière des deux colosses, dans ce qui fut autrefois le temple d'Amenhotep III, viennent d'être découverts les fragments de plusieurs autres statues, dont le visage de la reine Ti, l'une des épouses du pharaon. C'est la même pierre, le quartzite rouge, venu là encore de la montagne rouge près du Caire. Amenhotep III était célèbre pour toutes ces énormes statues. Le fragment d'un autre colosse, sans doute la main du pharaon. Rien que ce doigt mesure 1 mètre. Et la qualité de la taille, elle est tellement belle. C'était l'âge d'or de l'Égypte, le Nouvel Empire, particulièrement la 18e dynastie. Retour sur le Nil. L'équipe égyptienne part en repérage. Cap à 60 km au nord d'Assouan, sur le Gebel Selsileh, un autre lieu très prometteur pour les fouilles du Nil. Avant d'arriver à destination, le temple de Komombo, construit justement avec les pierres des carrières, où se rendent Mohamed et ses amis. Une partie de l'équipe est venue par camion, avec le matériel de plongée. Là, on la voit, Mohamed, hein, l'Égypte éternelle, encore une fois, avec le bateau. Ah oui. Tu sais qu'il y a des scènes comme ça sur les murs des tombeaux avec des bateaux qui croisent le Nil avec plein de passagers. Des fois aussi avec des passagers et des animaux. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est le moteur. C'est tout. C'est le moteur en plus. Ouais.
Le Gebel Selsilé est au milieu de nulle part, dans le désert du sud égyptien. Difficile à trouver par la route. L'arrivée sur le site. L'autre équipe, celle de Kevin et Philippe, est déjà sur place. Ici, les archéologues vont travailler côte à côte. Les uns dans les carrières qui se trouvent des deux côtés du Nil, les autres sur le fleuve. Ils seront voisins, chaque équipe a son bateau sur le Nil. Avant le coucher du soleil, repérage sur la rive droite du fleuve. Les archéologues disposent d'une carte sommaire du site. Jusqu'ici, il a été très peu étudié. C'est un terrain archéologique presque vierge. Là c'est possible qu'il y avait quelque chose, là. Et de la même façon, là, on a l'impression que ça a été retaillé aussi pour faciliter le chargement. Philippe pense qu'un ou plusieurs quais ont été aménagés sur la berge. Autre indice, ces entailles dans la roche, qui pourraient remonter à l'Antiquité. Les archéologues imaginent qu'elles servaient alors à l'amarrage de gros bateaux. Vous allez commencer par plonger sur des secteurs stratégiques, quoi. Oui, c'est la seule solution. Au début, on va chercher les quais, le port, les pentes, les rampes, les oueds. C'est devant ça qu'il faut chercher. Cette partie du Nil était doublement importante dans l'Égypte ancienne. On pensait en effet alors que la crue du fleuve faisait ici son entrée dans le pays. Et c'est également ici que se trouvaient les plus grandes carrières du royaume. Des carrières non plus de granit, mais de grès, la pierre dans laquelle la plupart des temples étaient construits. Les plus grandes carrières se trouvent sur la rive droite du Nil. À partir du règne d'Hatchepsout, chaque dynastie a la sienne. C'est un résumé de l'histoire de l'Égypte antique. Ici, par exemple, ce sont les Ptolémées, lignée de pharaons d'origine grecque, dont Cléopâtre fut la dernière représentante. À côté se trouvaient les carrières de Ramsès II. Et un peu plus loin, celle d'un autre pharaon célèbre. Un roi pas comme les autres, et une carrière souterraine où les ouvriers ont été chercher la roche saine sous la montagne. Le roi avait fait apposer sa signature à l'entrée des galeries. Mais après sa disparition, la stèle a été méthodiquement effacée. Un détail cependant trahit l'identité du pharaon. On a ce disque qui est creusé dans la partie supérieure et au milieu en fait, de la stèle. Et ça, c'est typiquement le disque solaire. Et sans aucun doute un disque solaire très particulier qui est la manifestation brillante Aton avec des bras qui sont les rayons du soleil qui se terminent par des mains et ces mains peuvent venir toucher le roi, toucher des offrandes. Donc il faut s'imaginer qu'en fait on a un disque rayonnant au centre de l'image. Et ça typiquement c'est uniquement le règne d'Amenophis IV, Akhenaton. Le soleil, Aton, était au centre du règne du pharaon, qui fit construire ses premiers temples avec les pierres de cette carrière. Des temples dont l'architecture était le reflet de la nouvelle religion. Nul besoin en effet de découper de grands blocs pour construire des murs épais. Au contraire, Akhenaton vénérait le disque solaire et il voulait qu'il pénètre partout dans les nouveaux temples. Ils étaient donc à ciel ouvert et puisque les murs ne supportaient pas de toiture,
ils pouvaient être construits rapidement avec des briques de pierre de petite dimension. On les appelle les talatat. Alors en fait, c'est un mot dérivé de l'arabe. Talata en arabe, ça veut dire 3. Et l'idée, en fait, c'est que la longueur fait 3 fois le côté qui est un côté carré. Voilà, une palme, une deuxième, une troisième. L'avantage, on a des blocs très légers, donc on peut construire très vite. Le désavantage, c'est que quand ça se passe mal pour Akhenaton, il meurt, son règne se termine, on passe à autre chose, c'est que c'est aussi rapide de démanteler et de démonter. Et c'est aussi facile de réutiliser pour construire des choses. L'exemple d'Akhenaton montre que ces carrières sont une précieuse source d'informations sur l'Égypte ancienne. Le Gebel Selsilé est un livre ouvert qui raconte les grands chantiers des pharaons. Les archéologues vont se plonger dans sa lecture pour faire de nouvelles découvertes. Le lendemain matin, première mission d'exploration, rive gauche du Nil. Plusieurs vestiges sur les berges témoignent du caractère sacré de cet endroit dans l'Antiquité. Ces ouvertures dans le rocher, par exemple, sont des chapelles funéraires. Philippe et l'équipe américaine vont bientôt y travailler. Mais auparavant, les plongeurs se rendent aux stèles royales. Quatre stèles monumentales pour 4 pharaons du Nouvel Empire. Elles ont plus de 3000 ans. Mauvaise nouvelle. La zone que les archéologues découvrent est très ensablée. Ça tombe mal, car les stèles royales étaient sans doute le lieu de cérémonie destiné au fleuve. On y jetait des offrandes en l'honneur du dieu Hapi, le dieu de la crue, qui chaque année irrigue les terres du pays. Eh bien, on peut imaginer que Pharaon se dérange, qu'il vient ici avec ses vizirs, puisque sur les stèles, on a souvent le vizir, son premier ministre qui le suit. Il vient ici aussi avec une cohorte de prêtres, et on dit des rituels, on s'adresse au Nil, on lui jette des offrandes variées, comme aussi bien des statues que de la nourriture, et on s'adresse à lui sans doute en psalmodiant ce qu'on appelle les hymnes au Nil, qui sont vraiment des textes d'adoration qui montrent en fait l'amour et le respect que les Égyptiens avaient pour la puissance du fleuve. Au pied des stèles royales, au cours de cette première exploration, les plongeurs repèrent des formes étranges. Des pierres visiblement taillées. Ils s'interrogent. Ils pensent à un sphinx. Cette bouée marquera l'emplacement de l'objet en surface. Un sphinx, c'est pas mal, hein? On imagine que c'est un sphinx, mais on n'est pas certain, on n'est pas sûr. On va voir. Prudence. Ah oui, c'est bien sûr, c'est normal. Hein? Mahmoud, qui vient d'arriver en renfort sur la fouille, a raison d'être prudent. La forme est arrondie. Il y a des traces de taille, les proportions sont conformes à celles d'un sphinx, mais il faudrait en voir davantage, donc dégager le bloc dans sa totalité. Et même dans ces conditions, se faire une opinion serait sans doute chose difficile. Car les sphinx retrouvés ici ne sont pas terminés. Grossièrement taillés, ils étaient embarqués vers le nord et achevés sur leur lieu d'installation. On voit la partie arrondie là, qui correspond en fait à la coiffure. Philippe et les 2 photographes de la mission enquêtent sur l'un d'entre eux. Ces graffitis les intéressent. Ils sont inscrits en caractères cursifs, l'écriture utilisée au quotidien dans l'Égypte ancienne.
Le Sphinx semble avoir été abandonné entre les carrières et les quais d'embarquement sur le Nil. Il n'aurait pas résisté au choc du transport. Là-dedans, en fait, ils vont mettre une sorte d'agrafe métallique. Et normalement, on a des cas où ça a fonctionné, donc on sait que c'était quelque chose qu'ils utilisaient assez couramment. Le fait d'avoir cette agrafe métallique qui vient bloquer la fissure aurait dû leur permettre de sauver le Sphinx. Apparemment, ils se sont aperçus qu'il y avait d'autres fissures un peu partout. On en voit ici qui se propagent sur toute la hauteur de la bête. Donc en fait, là, ils avaient préparé les choses et puis en fait, ils ont dû laisser tomber complètement. Ici, ça n'a pas marché, mais sur d'autres monuments, ça a marché, ça a fonctionné. Oui, un des exemples le plus célèbre, c'est l'obélisque de Luxor qui est aujourd'hui à Paris. Quand Champollion a dit au roi que c'était celui-ci qu'il fallait imposer, un ingénieur est venu et il est arrivé, à sa grande surprise, il a trouvé une fissure énorme sur l'obélisque. Il a pris peur, il s'est dit que en fait, c'était pas celui-là qu'il fallait enlever, mais quand ils ont commencé à le bouger, ils se sont aperçus en fait, que sous la base de l'obélisque, il y avait déjà des crampons métalliques qui étaient marqués d'ailleurs aux cartouches de Ramsès II. Donc il y avait une fissure dans l'obélisque dès cette époque-là, ça ne les a pas empêchés de continuer, et l'obélisque a pu en fait même subir un transport jusqu'à Paris. C'est un bélier. Il est conservé, mais il est enfoncé dans les débris. 2 sphinx supplémentaires sont visibles dans les carrières. D'autres sont sans doute ensevelis sous les déchets de taille. Le lendemain matin, rive gauche du Nil. Les archéologues vont étudier les chapelles funéraires creusées dans le rocher. Il y en a des dizaines, réparties sur environ 2 km. Kevin, Philippe et leur équipe ont choisi l'une des plus vastes. Ils vont scanner la chapelle pour travailler ensuite sur sa réplique numérique. Il faut imaginer que la porte était beaucoup plus étroite. Les jambages de la porte ont été cassés peut-être par des personnages qui ont voulu s'installer là-dedans un peu plus tard. On avait ici la partie intérieure de la chapelle qui en général est décorée avec des scènes d'offrandes, des choses comme ceci. Et en fait, ce qui est important, ce sont les 3 niches qu'on trouve au fond, qui sont des niches familiales. Et le fait d'avoir sa statue, donc son reposoir personnel pour l'éternité, en connexion directement avec le Nil, en fait, c'est s'assurer une fertilité renouvelée qui va permettre de passer l'éternité dans de très bonnes conditions. Le scanner de la chapelle va permettre de repérer le niveau de la crue du Nil, avant la construction du barrage d'Assouan. Les traces sur les murs l'attestent. L'eau montait jusqu'au pied des statues. La crue symbolisait la vie qui recommence. Être en contact à cet endroit du fleuve avec l'eau sacrée était une façon pour les défunts de faire chaque année le plein d'énergie. Dans la plupart des cas, ils n'étaient pas inhumés dans les chapelles. Ils y étaient présents à travers leur représentation. Mais des exceptions sont possibles. Pour la plupart des chercheurs, l'idée c'est que ce sont des fausses tombes. En revanche, dans certaines, on a vraiment la cavité qui a la taille d'un corps. Donc moi, je pense qu'au contraire, certaines personnes ont peut-être voulu être enterrées ici, directement en connexion avec le Nil et l'endroit où la crue du Nil arrive en Égypte. Le Nil a sans doute connu une intense activité à cet endroit. Les plongeurs voudraient en retrouver les vestiges. Et pour cela, ils vont avoir un sérieux coup de main de la part de Kevin.
Ça, c'est le boîtier qui contrôle le sonar placé sous le bateau. Ça, c'est donc la boîte de commande. Ici est produit le son. Et l'ordinateur visualise ce qui est détecté. Ce matériel très sophistiqué arrive des États-Unis. On va pouvoir observer le lit du Nil, mais également pénétrer dans le sol, ce qui est important dans cette partie du fleuve qui est très ensablée. C'est ensuite aux Égyptiens de jouer. Kevin est un peu inquiet pour son matériel. Mais on est en plein désert et il faut se débrouiller avec les moyens du bord. L'émetteur, il est arrimé à un catamaran, lui-même fixé entre deux zodiacs. Toujours est-il qu'en début de soirée, l'affaire est entendue. Là, ça va apparaître. Il se peut que ça soit du limon et qu'il y ait des blocs à l'intérieur de ces poches de limon. De toute façon, ce que vous voyez là est d'une texture particulière. Les formes détectées par le scanner sont nombreuses le long des berges. Mais leur contour est imprécis. Il est difficile de discerner, par exemple, une statue d'un simple bloc de pierre. Yab et Taïmour sillonnent le Nil pendant 2 jours. Ils repèrent une trentaine de cibles. Là, ils sont de plus en plus profonds. Ce qui est surprenant, c'est la quantité d'éléments que l'on voit ici. Le long des 2 rives du fleuve, le scanner indique la présence de concentrations suspectes, à moins d'1 mètre de profondeur sous le sable. De la pierre ou du métal, des éléments sont clairement regroupés à des endroits précis. Conseil de guerre, le lendemain, sur le bateau. Il reste 4 jours de travail. Il faut aller vite et plonger efficace. Mohamed décide de consacrer le temps qui reste à la rive droite, où le courant est moins puissant et par conséquent la probabilité de découverte plus importante. Les événements vont lui donner raison. À quelques centimètres sous le sable, les plongeurs trouvent des tambours de colonnes par dizaines. Les plus grands mesurent environ 1 mètre de diamètre. Ce sont des tronçons de colonnes qui permettaient, une fois superposés, de construire rapidement et facilement de grands monuments. Pas besoin de grues. Les Égyptiens, à l'époque pharaonique, n'en connaissaient pas l'usage. Ici, les tambours de colonne étaient produits en série, embarqués sur le Nil et convoyés vers le nord. Dans les monuments d'importance, comme le temple de Ramsès II à Luxor, où les colonnes étaient de très grandes dimensions, on préférait utiliser des demi-tambours de colonne, de la façon suivante.
Les deux demi-colonnes sont assemblées. On remplit ensuite l'espace de briques de terre crue. La construction progresse et le temple est enterré. Plus le niveau s'élève, plus la rampe d'accès qui conduit au sommet de l'édifice s'allonge. Une fois construits toit et plafond, les Égyptiens vont retirer les briques de terre crue. Et parallèlement, ils vont tailler, polir et décorer les colonnes. Le lendemain, les archéologues veulent en savoir plus. C'est ainsi qu'ils vont faire une autre découverte. Le port antique qu'ils cherchaient depuis le début de leur travail. Il se trouve à 7 mètres de profondeur. Cela montre que les Égyptiens travaillaient ici à temps complet, et pas seulement lors de la crue, quand les terres étaient inondées et que les paysans étaient sans activité. Il faut penser avant. Avant que le haut barrage soit construit. Oui. Avant, l'inondation vient, elle remplit tout, elle monte jusqu'à la vallée et elle envahit même la vallée du Nil. Mais le moment où il n'y avait pas d'inondation, et juste un peu avant l'inondation, il n'y avait que peu d'eau. Ainsi s'achève cette mission de repérage. Demain, les archéologues égyptiens reprennent le chemin d'Assouan, où la fouille va connaître un dernier rebondissement. Quant à l'équipe de Philippe et Kevin, elle achève son enquête sur les carrières égyptiennes par un lieu très spectaculaire. Rive droite, la carrière de l'époque des Ptolémées. Là, on est à l'époque grecque, hein? Oui. Alors avec le fait que, même si on parle d'époque grecque, d'époque gréco-romaine, ce sont de toute façon des carriers égyptiens qui travaillent pour construire des monuments égyptiens. C'est ce qui va servir en fait à construire les grands temples qu'on connaît comme Edfou, Esna, Komombo, Philae. C'est de cet endroit que le premier Lapierre qui a servi à les construire. Pour accéder à la plus vaste des carrières du Gebel Selsilé, il faut emprunter un couloir taillé dans la roche. Après la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, une dynastie grecque, les Ptolémées, impose sa loi sur le pays. Cette immense carrière de grès date de cette époque. Pendant 3 siècles, l'Égypte est un immense chantier. Ainsi est alors construit le célèbre temple de Philae. Philae, mais aussi Assouan et Kalabcha, Komombo, Edfou, Hermante, Esna, Tod, Dendera, Hermopolis, ainsi qu'une bonne trentaine d'autres temples dans le delta du Nil, qui ont aujourd'hui tous disparu. Comment les Égyptiens ont-ils produit autant et aussi rapidement? L'enquête continue dans la carrière. Kevin pense que les carriers avaient aménagé des escaliers dans la roche. Mais il ne comprend pas à quoi ils servaient exactement. C'est alors que June remarque des encoches intactes,
destinée aux ouvriers de l'Antiquité. Elles permettent d'accéder au sommet d'une barre rocheuse d'une quinzaine de mètres de hauteur. Ensuite, sur son ordinateur, il mesure la taille présumée des blocs extraits dans cette carrière. Quelle que soit leur longueur, ils sont d'échelle humaine. Des petits groupes d'ouvriers rongent la montagne. Ils découpent les barres rocheuses au sommet desquelles ils travaillent. C'est possible à une condition, l'usage de la poulie. Les pharaons l'ignoraient, les Grecs l'ont importé, et les ouvriers égyptiens disposent désormais de grues qui permettent de gagner un temps considérable. Fin d'après-midi, au Gebel Selsilé. Philippe, qui était allé explorer les alentours, fait signe au reste de l'équipe. Il vient de repérer une stèle pharaonique. Une stèle jusqu'ici inconnue des égyptologues. Au centre, des reliefs d'une grande finesse. Sur la droite, un document exceptionnel, représentation du travail dans les carrières. Ce qui se passe de plus important, c'est un objet arrondi à un bout. On a l'impression que c'est une stèle. Elle est clairement placée sur un traîneau. Il y a quelqu'un devant qui aide à la manœuvre. On a l'impression peut-être qu'il est en train de mettre de l'eau pour que ça glisse mieux. Et puis on a un certain nombre de personnages. Alors c'est la représentation égyptienne avec apparemment 2 rangs de personnages qui sont en train de tirer sur la corde. Et en fait, la stèle va descendre le long d'une pente douce. Elle descend jusqu'au quai auquel est amarré un bateau. On a le début du mois, on a la fin. Et de cette façon-là, en fait, on a la réussite de l'opération qui est décrite. C'est sans équivalent. Je ne connais aucun monument de ce type-là. Aucune description. On a des descriptions qui nous montrent des objets déjà sur les bateaux. On n'a rien du tout qui montre le chargement. On a le personnage principal qui est le chef de chantier. Il a un geste de déclamation. Il se montre en train de parler, de s'adresser en fait aux scribes qui sont là, qui eux sont occupés à prendre des notes, donc ils prennent ses ordres. Et puis il a son aide de camp. Il y a un petit jeune homme qui est derrière, c'est peut-être son fils qui le suit. Et puis en tout cas, donc là, on voit en fait sa prestance, son importance. C'est lui qui dirige tout ça. Un petit détail sympathique, ici, on voit qu'en même temps qu'il y a cette grosse opération qui se passe, il y a quelqu'un qui s'est blessé dans la carrière, et puis il y a une autre personne qui est en train de lui soigner la jambe. Ça vous fait plaisir, ça, hein? Ah ça, là, je dois dire, là, en plus, c'est toujours pareil, c'est le hasard, fin de journée, on se promène, on voit quelque chose de bizarre, on s'approche, et là, c'est vraiment la surprise. La stèle est aujourd'hui renversée face contre terre. Mais il faut l'imaginer au sommet d'une masse de rochers, dont certains fragments se trouvent toujours sur place. Elle surmontait la carrière du pharaon. C'était un mémorial qui célébrait l'œuvre du roi et remerciait la montagne divine d'y avoir consenti. Dans la soirée, en superposant des dizaines de clichés numériques, les photographes obtiennent une réplique de la stèle en 3 dimensions. Le nom de Ramsès II y figure, de même que celui de son chef des travaux. Il s'appelle Hapi, comme le dieu de la crue du Nil. Le monument, d'une certaine façon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été sauvegardé, est difficilement accessible. Et en fait, quand on est là-bas, on est vraiment pas à l'aise et dans des mauvaises conditions lumineuses. Là, on peut dire, on est avec une tasse de thé, on voit des détails qu'on voit même pas là-bas. Hein. C'est vraiment, non, ça c'est un bel outil. Les reliefs, par exemple, apparaissent avec davantage de netteté qu'en réalité. Ils sont d'une grande qualité, mais il leur manque l'image du roi. Le visage de Ramsès II a été découpé par des pilleurs. Fin de la mission d'exploration des carrières des pharaons.
alors que l'expédition du Nil va bientôt s'achever en beauté à Assouan. Les archéologues égyptiens viennent de faire une nouvelle découverte, dans cette crique de l'île Éléphantine, face à la ville d'Assouan. Une crique dans laquelle se trouve un embarcadère pour les bateaux qui font la navette sur le Nil. Ici, ils ont d'abord trouvé cette colonne. Elle n'est pas couchée, mais dressée. Peut-être se trouve-t-elle à son emplacement d'origine. À côté, un bloc inscrit. Ce matin, la fouille commence, avec la remontée en surface du bloc. Le premier fragment d'une inscription de plus grande taille. Pour l'instant, elle est trop parcellaire. Il est impossible de donner aux hiéroglyphes une signification particulière. La fouille se poursuit et de nouveaux blocs sont aussitôt découverts. Ils appartiennent, pensent les archéologues, à une chapelle antique qui se trouvait à cet endroit avant que le Nil ne vienne la submerger. Sous l'eau, les blocs, les reliefs et les inscriptions sont difficiles, voire impossibles à interpréter. Mais avant de les remonter en surface, il faut étudier le site avec méthode. La zone de fouille est délimitée. On aspire le sable qui recouvre les éléments de la chapelle. Très vite, de nouveaux blocs inscrits sont mis au jour. Sur l'un d'eux, ce qui ressemble à un cartouche royal. Il faut vérifier, mais si c'était le cas, le monument pourrait être daté. Huit jours de travail plus tard, les plongeurs peuvent remonter les blocs en surface. Ça peut supporter jusqu'à 100 kg. On ouvre bien le filet pour y glisser le bloc, ne pas déchirer la mousse protectrice. N'attachez pas d'ici parce qu'avec le poids, ça va se distendre au moment de la montée du ballon. Et il peut y avoir un problème. C'est bon ? Ça tombe mal. Ce matin, il y a du monde à l'embarcadère. Les navettes sont incessantes entre les deux rives du Nil, au mépris de la sécurité des archéologues, qui se trouvent à 6 mètres en dessous. Mohamed tente de convaincre l'un des pilotes imprudents. Mais ces avertissements n'y font rien. Oui, en fait, il fait des allers-retours et c'est de l'argent pour lui. Et il n'arrive pas à comprendre que c'est quelque chose de très important et c'est la vie des gens en bas. Et pour lui, il s'en fiche. Il ferme la baie, hein. Ouais. C'est la seule solution. L'autre solution, c'était de parler avec la police de la veille et fermer la baie complètement pour la journée. Mais on ne veut pas faire ça. On veut pas que l'archéologie arrête la vie des autres.
Mais en même temps, il faut que les autres comprennent que c'est important. Et c'est important pour eux en même temps. Trafic arrêté, les blocs peuvent maintenant remonter en toute sécurité pour les plongeurs. C'est du grès, mais la pluie, avec le temps, il s'est noirci avec la boue, tout ça. On peut voir des oiseaux sur des plantes et des branches. C'est une partie d'un bas-relief? Oui. De quel bas-relief? Il faut continuer à fouiller cette zone. Chacun des blocs apporte de nouvelles informations. Celui-ci donne une première indication de l'époque du monument, la fin de l'Égypte pharaonique, l'époque des Ptolémées. Certains hiéroglyphes ont alors une forme particulière. À l'époque ptolémaïque, on a commencé à utiliser cette forme avec le tiret qui descend en bas. Du coup, quand on tombe sur ces lettres, on sait que c'est à l'époque Oui. grecque, à Oui. l'époque de l'occupation grecque de l'Égypte. Oui. Ça là, c'est un bas-relief avec un disque solaire et deux cornes de vache. Voilà. La coiffe de la déesse Isis. Le fragment doit appartenir à un bas-relief ressemblant à ce que l'on peut trouver dans le célèbre temple de Philae, à quelques kilomètres de là. À leur sortie, des blocs qu'il était impossible de comprendre sous l'eau se livrent aux archéologues. Ici, Mohamed reconnaît le bras du pharaon. Il retourne le bloc et fait apparaître l'empreinte de la silhouette du roi. Une représentation, une fois encore, que l'on trouve au temple de Philae. Le bras croise l'abdomen du pharaon. Il porte un collier, un signe de la royauté. Enfin, le dernier bloc à remonter en surface. C'est un haut-relief. Les inscriptions sortent de la pierre. Voilà. C'est-à-dire qu'on évite la pierre autour des signes. Le contraire de ce qu'on a vu précédemment. Oui. Ici, il y a le scarabée. Khébert. Après, ça c'est Petah. Dernière vérification à la lumière du jour. C'est bien le nom d'un roi d'origine grecque, héritier de la dynastie fondée à la mort d'Alexandre le Grand en Égypte. Il s'agit de Ptolémée VI, qui régna sur le pays au IIe siècle avant Jésus-Christ. Un lointain ancêtre de la reine Cléopâtre. Une chapelle lui est dédiée au temple de Philae. Les fragments découverts par l'équipe égyptienne doivent correspondre à un monument d'importance équivalente. Pour les archéologues égyptiens, c'est la garantie de revenir bientôt à Assouan. Car à cet endroit, à 6 mètres de fond, reposent encore d'autres éléments du monument. Deux ans ont passé depuis le début de l'expédition. Mais le Nil est très loin d'avoir livré tous ses secrets.